chers collègues et amis. Je tenais à remercier Si Bousfiha pour avoir choisi ce thème, voilà, intitulé l'immunité antibactérienne. Je garde mes slides en anglais, je vais communiquer en français si vous permettez. Alors, lorsqu'on parle d'immunité antibactérienne, on peut tout simplement imaginer que dans cette triade d'équilibre qui est établie entre un agent pathogène, en l'occurrence une bactérie, et un hôte, l'être humain, il y a aussi l'implication de l'environnement pour justement aboutir à cet équilibre dans cette triade. Et c'est bon ? Alors, en ce qui me concerne, je vais focaliser sur... Je ne vais pas aborder tout ce qui est environnement, c'est un sujet à part. Je vais donc traiter un petit peu l'immunosystème ou le système immunitaire avec éventuellement ses prédispositions génétiques, lorsqu'il va faire face justement à des agents pathogènes, des bactéries, caractérisés par des facteurs de virulence, avec même des phénomènes d'échappement au système immunitaire. Alors du coup, lorsqu'on parle du système immunitaire face à des bactéries, la première ligne de défense qui se met en place est justement l'immunité innée. Cette immunité innée avec plusieurs composants, facteurs, à commencer par les barrières physico-chimiques et anatomiques, le système du complément, les cytokines, les protéines de la phase aiguë de l'inflammation, les facteurs cellulaires avec les phagocytes en l'occurrence, les NK cells, les cellules dendritiques, les mastocytes basophiles et les derniers innés qui interviennent, ce qu'on appelle innate lymphocyte cells ou les cellules, les lymphocytes ou les cellules lymphoïdes innées. Lorsque ce système immunitaire inné, soi-disant, se trouve défaillant ou incapable de gérer la situation à lui seul, il va justement passer le relais à l'immunité adaptative avec principalement des lymphocytes T, des lymphocytes B, des cytokines. Et parfois même, il va faire un retour en arrière vers les macrophages, les cellules NK, en les activant pour participer à lutter contre certains agents pathogènes ou certaines bactéries. Alors, on va essayer donc de décortiquer les principaux éléments de cette approche soi-disant qu'emploie ou déploie le système immunitaire face à ces bactéries. Alors, la première des choses que vous connaissez très bien, dans le système immunitaire, il y a d'abord les barrières anatomiques et physico-chimiques. Vous allez remarquer que pratiquement tout l'organisme en totalité, il dispose donc d'outils, à savoir des enzymes, des molécules chimiques, physico-chimiques, avec en l'occurrence aussi des immunoglobulines qui agissent à l'état naturel, essentiellement des IgA, qui sont très fréquentes ou abondantes au niveau des muqueuses, pour justement neutraliser une grande majorité de bactéries. Donc finalement, les barrières sont là pour déjà faire face et nous faire débarrasser de beaucoup d'agents pathogènes qui se présentent à l'organisme. Deuxièmement, vous avez donc ces bactéries et qui subissent facilement, lorsqu'ils se retrouvent dans un état circulatoire et même dans tissulaire, opsonisés par des anticorps. Ces anticorps, lorsqu'ils opsonisent, ils vont aller, comme vous le connaissez, activer le système du complément. Et ces deux facteurs, anticorps et complément, vont donc préparer la phagocytose à travers ce qu'on appelle un phénomène de cytophilie qui va faire appel des récepteurs cellulaires qui existent sur l'immunité innée, le récepteur aux immunoglobulines, au complément, qui vont donc préparer la phagocytose que vous savez très bien. Cette phagocytose que vous connaissez, il est justement... on va remarquer essentiellement, après l'internalisation de ces bactéries dans des phagosomes, la constitution de ce qu'on appelle le phagolysosome, avec une sorte de bactéricide non oxygène dépendante, et aussi celles qui dépendent de l'oxygène, à savoir celles qui dépendent de la voie faisant intervenir la NADPH oxydase. La NADPH oxydase, vous allez voir qu'il va, soi-disant, préparer ou transformer des ions oxydes en peroxyde d'hydrogène. Et également, grâce à une autre enzyme, la peroxyde dismutase va aboutir donc à la formation d'ions hypochloreux. Tout ça va aboutir justement à la catalyse et à la dégradation d'un grand nombre de bactéries. Vous connaissez très bien la pathologie ou le déficit immunitaire qui est lié donc à l'absence de cette enzyme, qui est la NADPH oxydase, qui est tout simplement la granulomatose septique chronique. Je ne vais pas l'aborder dans la mesure où il y a une thématique qui va parler de tout ça à la fin de la session. Pardon ? D'accord. Et puis le système de complément, je vais passer rapidement. Je rappelle tout simplement que le complément s'active par 3 voies. Et il va aboutir donc, lorsqu'il est face à des bacilles grammes positifs ou à des bacilles grammes négatifs, il va aboutir à l'ensemble d'une cascade d'activation
par différentes voies pour former donc des composants qui vont participer à l'opsonalisation des agents pathogènes des bactéries, à former un contexte de l'inflammation aiguë, et également à former un complexe d'attaque membranaire qui sera utile pour, soi-disant, léser beaucoup d'agents pathogènes, notamment les bactéries encapsulées. Bref, on a un ensemble d'éléments qui vont justement contribuer à lutter ou à contrôler ces infections bactériennes. Alors, ce macrophage, lorsqu'il est envahi par des bactéries, on va voir qu'il va pouvoir produire aussi une cytokine qui est fondamentale, qui est dite pro-inflammatoire, qui est l'interleukine 6. Cet interleukine 6 va aller justement stimuler les hépatocytes pour induire la synthèse de protéines dites de la phase aiguë de l'inflammation qui sont importantes, à savoir la CRP, la suramyloïde protéine, le fibrinogène et les composants du complément. Tout ça vont justement contribuer, comme j'ai dit tout à l'heure, à cette fête qui est l'inflammation aiguë, qui va donc viser donc, à contrôler au maximum et à se débarrasser de beaucoup de bactéries. Bien, à côté de ça, lorsqu'on a regardé un petit peu ces bactéries avec leur intelligentsia, vous allez voir qu'à travers ce qu'elles présentent à leur surface et dans leur structure de façon générale, beaucoup d'éléments, beaucoup de composants. On va retrouver des enzymes, des flagellines, etc. On va retrouver également des lipopolysaccharides, des facteurs soit de surface ou bien sécrétés en extracellulaire. C'est ce qu'on appelle des quorum sensing molecules. Alors, à travers ces molécules, on va voir que le système utériné va pouvoir les détecter et les reconnaître de façon non spécifique grâce à des récepteurs exprimés par ces cellules qui existent au niveau des surfaces. C'est le cas notamment ce qu'on appelle des Toll-like receptors ou des TLR. On va voir que c'est à travers ces récepteurs qui sont exprimés par l'immunité innée, donc ce système immunitaire va être capable de reconnaître de façon non spécifique un ensemble d'agents pathogènes qui ont parmi leurs structures certains éléments, dont le LPS, etc. Et puis lorsqu'on a regardé les différents TLR qui puissent reconnaître ces différentes bactéries, regardez la liste, il est assez longue. Par exemple, le TLR4 qui est un peu a une grande affinité pour reconnaître les bacilles gram-négatifs à travers justement la reconnaissance de ces lipopolysaccharides, et puis les autres, parfois qui agissent de façon synergique, le TLR6, TLR2. Bref, on a une liste de TLR, et face à ce qu'on appelle des PAMPs, des structures, des motifs moléculaires qui existent sur les pathogènes, les bactéries en l'occurrence, qui vont pouvoir être détectés et être reconnus par les cellules de l'immunité innée. Plus encore, alors en prenant juste un exemple, ce lipopolysaccharide qui caractérise justement ces bacilles gram-négatifs en l'occurrence, on va voir qu'il va utiliser, par exemple ici, voilà, un lipopolysaccharide qui va être détecté ou lié par ce qu'on appelle lipopolysaccharide binding protein, une protéine qui va lier ce LPS, et va aller se fixer sur un CD14 qui est un marqueur d'un monocyte de façon générale. Et puis on a assisté à une sorte d'agrégation des récepteurs, que ce soit à l'étape extramembranaire ou intracytoplasmique, de ces récepteurs. Et puis la suite, on aura une activation d'une cascade de molécules. Je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que ça va être abordé probablement par M. Bertrand. Alors, cascade d'activation de molécules qui va, soi-disant, activer un facteur de translocation nucléaire. Une fois dans le noyau, on assistera donc à des gènes qui vont coder des protéines ou des molécules, ou plutôt des cytokines pro-inflammatoires et des interférons, etc. Et la résultante, c'est qu'on a la possibilité justement d'activer l'immunité innée, également même préparée à initier l'immunité adaptative. Donc, bref, vous avez donc un modèle assez élaboré qui permet aux cellules de l'immunité innée donc, justement, de reconnaître et aussi d'induire une séquence de signalisation intracytoplasmique ou intracellulaire qui va aboutir justement à produire des molécules et des cytokines qui sont très efficaces. Alors plus encore, il y a, mis à part les TLR, on a aussi ce qu'on appelle les récepteurs nodes, qui sont un petit peu à la mode aussi. Alors ces récepteurs nodes, autour duquel il y a ce qu'on appelle un concept un peu nouveau, peut-être pour vous, l'inflammasome. L'inflammasome, je rappelle tout simplement que c'est un ensemble de molécules d'un complexe moléculaire oligoclonal qui se forme au niveau de la ligne granulocytaire avec plusieurs structures protéiques, également des enzymes, notamment des caspases. Alors, face par exemple à des agents pathogènes ou des bactéries comme le salmonelle, on va retrouver donc ce salmonelle qui est capable d'activer ces phagocytes par deux voies de signalisation. Une voie dite, soit dire extracellulaire, qui va utiliser ces fameux TLR,
en l'occurrence le TLR4. Regardez le TLR4, lorsqu'il sera reconnu et va reconnaître le salmonelle, par exemple le LPS salmonelle, on va assister donc à l'activation de molécules intracytoplasmiques, ce sont des tyrosine kinases et des molécules adaptatrices qui vont passer par ce qu'on appelle la voie IRAC4 avec MyD88. Après, la résultante, c'est que vous avez la synthèse ou la production de l'interleukine 1 bêta qui est médiée par le facteur de translocation nucléaire. À côté de ça, vous avez également une voie de signalisation intracytoplasmique qui va faire appel justement à ces fameux récepteurs nodes, au NLR. Et vous avez plusieurs, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, et vous avez des NLRC4 ou RP3. Tous vont quelque part activer des procaspases, et à la fin des caspases qui vont donc justement aboutir à ce qu'on appelle la pyroptosis. En tout cas, il y a de la synthèse de l'interleukine alpha 1 bêta, qui va justement être sécrété et il va former ce qu'on appelle ce concept d'inflammasome qui sera utile justement à reconnaître, deuxièmement à faire face justement à ces types de bactéries, en l'occurrence l'exemple qu'on a pris, le salmonelle qui a quelque part la possibilité d'activer la voie extracellulaire et également la voie intracellulaire via ces fameux récepteurs de type node. Lorsqu'on a reconnu ces différents agents pathogènes et que l'immunité innée quelque part a joué son rôle en neutralisant, en se débarrassant d'une majorité, et se trouve des fois défaillante pour faire face à certaines bactéries, il va donc préparer à initier l'immunité adaptative pour passer le relais. Alors pour passer justement le message à l'immunité spécifique, il va falloir tout simplement présenter les antigènes bactériens à lymphocytes T via la meilleure cellule qui présente ça, qui est chargée de présenter, c'est les cellules dendritiques, vous allez voir dans les détails. Alors lorsque ces cellules présentatrices vont préparer l'antigène, on va voir, ils vont utiliser ce qu'on appelle des molécules HLA tout simplement. Ces molécules HLA, lorsqu'il s'agit d'agents pathogènes ou de bactéries intracellulaires, ils vont passer systématiquement par des molécules HLA classe 1. Regardez, je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous avez donc ce qu'on appelle des antigènes intracytoplasmiques ou antigènes qui vont être soi-disant pris en charge initialement par une molécule, un complexe moléculaire qu'on appelle immunoprotéasome qui va dégrader ces bactéries et ces antigènes en peptides. Et après, ils vont être chargés sur des molécules HLA qui venaient d'être synthétisés au niveau du réticulum endoplasmique, et après ils vont migrer en surface de la cellule présentatrice d'antigènes. Deuxièmement, lorsqu'on est face à des bactéries à développement extracellulaire, qui sont fréquentes, on va voir quelque part, d'abord il y a l'internalisation, l'endocytose, et on va ici, au lieu du protéasome, c'est plutôt l'endosome, la voie endosomale, qui va, soi-disant, préparer ces peptides antigéniques, puis après pour se retrouver chargé assimilé à des molécules CMH ou HLA classe 2. Et du coup, lorsqu'on a ces deux molécules HLA qui ont travaillé pour processer et préparer l'antigène, on va voir quelque part deux voies. Une voie qui va aboutir à présenter cet antigène intracytoplasmique issu d'un agent pathogène, une bactérie intracellulaire, à un lymphocyte TCD8. Et de l'autre côté, on a un antigène qui vient de l'extérieur, extracellulaire, qui va donc être chargé sur des molécules CMH classe 2, qui va être donc présenté à un lymphocyte CD4. Et du coup, on aura quelque part une stimulation d'un lymphocyte CD4 helper, ou dit TH0, qui a intercepté ou a reçu le message véhiculé par classe 1 ou classe 2, comme molécule HLA. On va voir comme exemple ici le Listeria, qui va pouvoir donc, en activant aussi lymphocyte CD4 helper, donc induire un ensemble de profils cytokiniques qui vont donc se construire autour de cette stimulation antigénique. On aura donc soit de l'immunité humorale médiée par des cytokines de type TH2, soit un profil de type TH1, essentiellement médié par l'interféron gamma, également l'AN2. Et vous avez également un profil TH17 qui va contribuer donc à cette inflammation. Et il y a toujours bien sûr la nécessité d'avoir des lymphocytes Treg qui régulent un petit peu cet équilibre, cette balance cytokinique. Voilà, on a quelque part généré un ensemble de profils cytokiniques après la connaissance ou la reconnaissance de cet antigène de façon spécifique. Pour faire simple, vous avez quelque part les trois profils principaux de cytokines, TH1, TH2 et TH17. Et les TH1 vont s'occuper des bactéries à développement intracellulaire. Les TH2 vont essayer donc de cliver les bactéries extracellulaires. Et vous avez TH17 quelque part surtout destiné à lutter contre les agents extracellulaires et également des levures parce qu'un petit peu on est dans le même contexte. Voilà de façon simplifiée comment ces profils cytokiniques qui sont générés vont justement cibler chaque type de bactérie
intra ou extracellulaire. Et puis, cette immunité adaptative, j'ai dit tout à l'heure, qu'il y a un volet humoral et un volet cellulaire. Le volet humoral, c'est tout simplement des anticorps, bien évidemment, avec bien évidemment l'activation des lymphocytes TCD4 helper, que vous venez de voir tout à l'heure, à travers ces cytokines. Et puis, face à des bactéries intracellulaires, c'est essentiellement, bien sûr, l'immunité médiée par les lymphocytes T, qui va consister tout simplement, à activer les lymphocytes T cytotoxiques. Deuxièmement, on fait appel des fois à ce qu'on appelle l'hypersensibilité retardée, qui va être dirigée essentiellement contre certaines mycobactéries, ou la majorité des mycobactéries, via tout simplement la stimulation des macrophages. On va voir comment ça va se passer. Vous avez l'action des anticorps, avec l'action des anticorps, vous le savez très bien, la neutralisation, l'opsonisation, l'activation de compléments, tout ça quelque part, c'est des choses que vous connaissez très bien. Bref, on a l'essentiel des éléments ou des actions qui sont assurées par les anticorps, ces anticorps qui sont bien évidemment synthétisés par le plasmocyte. Et puis de l'autre côté, on a une réponse des cytotoxiques médiée par les lymphocytes CD8 qui est dirigée contre tout ce qui est agent pathogène à développement intracellulaire, qui va aboutir donc à l'apoptose et à la lyse de ces cellules infectées par ces bactéries à développement intracellulaire. Et puis en troisième lieu, vous avez ces fameuses mycobactéries qu'on ne peut pas éliminer ni par les anticorps ni par les lymphocytes cytotoxiques. On a besoin tout simplement de faire appel des fois à des macrophages ou des cellules NK, tout simplement lorsque ce lymphocyte TCD4 qui va s'activer, va produire une cytokine interféron gamma, que vous connaissez très bien, qui va activer donc le macrophage. Ce macrophage qui a internalisé au phagocyté cet agent pathogène, cette mycobactérie, va proliférer, va parfois se transformer même en cellules géantes, d'accord, et former des granulomes, et donc dans un contexte d'inflammation chronique. Et puis, à côté de tout ça, on est face à des bactéries qui sont capables justement de générer des facteurs de virulence. Ces facteurs de virulence, ils sont nombreux. Je vais citer quelques-uns. Par exemple, lorsqu'on s'arrête sur le pseudomonas, ce fameux pseudomonas qui est très dangereux, on va voir qu'il est caractérisé par la présence de beaucoup d'éléments qui témoignent de sa virulence, justement, les adhésines, l'alginate, etc., les exotoxines, etc. Vous avez beaucoup d'éléments avec leur effet, quelque part, sur l'organisme en termes de, par exemple, d'inhiber les protéines ou les cytokines, etc. Vous avez également, ils vont dégrader certaines élastines, ils vont induire des dommages tissulaires. Bref, face à ces facteurs de virulence, il y a des dommages tissulaires qui vont être générés. Et vous avez donc la liste quelque part ce qu'on appelle des phénomènes immunopathologiques qui accompagnent beaucoup d'agents pathogènes ou bactériens, notamment lorsqu'ils libèrent des toxines. Et ces toxines, regardez, ils vont aboutir à beaucoup de phénomènes immunopathologiques, le choc septique, les dommages tissulaires, la nécrose tissulaire et ce qu'on appelle le syndrome de choc toxique. Bref, il y a beaucoup d'éléments ou de facteurs ou de phénomènes immunopathologiques qui sont générés par la libération de ces toxines qui sont considérés comme des facteurs de virulence par excellence. Et puis, comme exemple, regardez, des fois, lorsqu'on est devant un cas de sepsis, parfois, on a le droit de parler d'immunoparalysie lorsqu'on a pratiquement une déplétion de l'ensemble des acteurs de l'immunité, que ce soit inné, les NK, etc. Également, les cellules de l'immunité spécifique, à savoir les CD4, les CD8. Bref, on se retrouve devant une déplétion totale, des majeures, des cellules de l'immunité et des acteurs de l'immunité. Donc, pratiquement, c'est ce qu'on appelle l'immunoparalysie liée à des agents qui sont très agressifs, notamment parfois des pneumocoques, des BGN et ainsi de suite. Vous avez beaucoup d'exemples. Et puis, pour résumer un petit peu dans cette plaque, vous avez donc des facteurs des fois, à côté de ces facteurs de virulence, on a aussi ce qu'on appelle des phénomènes d'échappement ou d'évasion. Vous avez donc ceux qui sont développés par des agents à développement extracellulaire. Par exemple, la possibilité que certains agents pathogènes ont pour modifier leurs antigènes, ou bien pour inhiber le système de complément, ou résister aux phagocytes. Je termine. Et également, par rapport aux agents qui sont à développement intracellulaire, il y a aussi beaucoup de phénomènes qui témoignent de la capacité de ces agents pathogènes, de ces bactéries, à échapper justement au système immunitaire par plusieurs mécanismes. Alors, je finis par un exemple qui est plus parlant. Je reviens vers les TLR, la signalisation via les TLR récepteurs. Voilà un exemple de Yersinia, par exemple, qui est capable d'aller inhiber, on va dire, un récepteur TLR4 qui est très important pour la reconnaissance, via le LPS. Vous avez donc ce facteur majeur de Yersinia qui est capable donc d'inhiber ce qu'on appelle la signalisation via le TRIF,
hein, qui est associé donc aux voies de signalisation TLR. Et du coup, on a quelque part là aussi une inhibition de la cellule de l'immunité, qui est la cellule dendritique et les cellules NK. Ils se retrouvent incapables donc justement de faire face à cet agent pathogène, parce qu'il y a un phénomène d'échappement qui est développé grâce à ce facteur majeur qui est YOP-G factors. Et puis à la fin, vous avez, pour faire le lien avec, préparer la présentation de Bertrand après, vous avez donc ces bactéries qui ont la capacité, donc, on va dire, de nous révéler certains déficits immunitaires héréditaires de façon un peu, on va dire, au moins orientée, mais sinon spécifique. Vous avez donc des agents pathogènes, des bactéries qui sont capables de, on va dire, révèlent souvent des déficits de type combiné ou combiné sévère, d'autres qui également qui nous font penser à des déficits en complément, d'autres aussi à des systèmes de l'immunité innée, et puis ceux qui vont pouvoir révéler l'ensemble des déficits de l'immunité innée, notamment les voies de signalisation, que ce soit TLR4 ou NOD. Donc un ensemble de bactéries, lorsqu'on est face à ce caractère inhabituel et particulier de ces agents pathogènes, on est facilement orienté vers la nature du déficit immunitaire héréditaire. Je finis par ça pour conclure qu'en quoi le système immunitaire inné, je veux dire le système immunitaire face à des bactéries, majoritairement il va faire appel de façon compliquée, on va dire complexe et multiple, essentiellement les phénomènes de phagocytose et de l'inflammation, avec l'intervention de façon spécifique d'anticorps et de lymphocytes cytotoxiques. Deuxièmement, c'est le système immunitaire de reconnaissance qui développe un système de reconnaissance assez élaboré via ces fameux récepteurs TLR et NOD. Et troisièmement, vous avez quelque part, suite à ces facteurs de virulence, donc ces bactéries sont capables de générer donc, des dommages tissulaires avec beaucoup de phénomènes immunopathologiques. Et puis donc, tout cela va justement pouvoir réfléchir si ce n'est déjà fait, il y a des stratégies immunothérapiques qui visent justement soit à inhiber le LPS, soit à agir via les anticorps monoclonaux sur les récepteurs TNF, les récepteurs également le fameux inflammasome. Et puis à la fin, je dirais qu'en quoi cette corrélation qui existe entre, on va dire, certaines bactéries et des catégories de déficit immunitaire va justement faciliter la tâche aussi bien aux cliniciens, aux biologistes, aux immunologistes pour faire un diagnostic et également pour prendre en charge ces déficits immunitaires. Et je vous remercie pour votre attention.